c'est aussi dur de perdre quelque chose que de le gagner. La seule manière qui va faire que je vais pas réussir, c'est si j'abandonne. Ça, c'est pas une option. Les 10 appartements que je veux, il y en a un qui va me prendre 3 mois de plus à avoir, mais je vais quand même l'avoir. Et après celui-là, c'est mes 3 autres. Et après, c'est l'immeuble. T'as la clarté nécessaire pour réussir. Si c'est tes parents qui disent bon t'es pas très bon, et là ça devient beaucoup plus difficile. D'amener ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Indirectement, le vendeur il va se dire non, en fait mon prix il vaut plus ce que je lui ai présenté. C'est ça. Il n'y a pas que le salariat, je suis prêt à prendre des risques. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Lyon, je suis en présence d'Étienne pour une nouvelle interview. Étienne, je te laisse te présenter, comment ça va? Ça va au top. Écoute, je m'appelle Étienne, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur officieusement depuis une dizaine d'années, officiellement depuis 4 ans. J'ai des parents qui m'ont éduqué de manière assez stricte. D'accord. 2 parents instituteurs. Ils m'ont éduqué sans la télé, c'est-à-dire que pendant toute mon enfance et même encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu une seule télévision dans la maison. Donc ça a été un peu difficile. Quand j'étais petit, j'ai mis du temps à comprendre vraiment l'intérêt qu'il y avait justement à pas être forcément déconnecté de la réalité et aussi à recevoir une éducation où en fait il fallait que je ramène des bonnes notes et voilà, il fallait pas que j'ai de mots dans le carnet, il fallait pas que je pose de soucis à l'école et non, le côté entrepreneuriat il n'est pas forcément venu par rapport à mon ancien mode de vie de quand j'étais jeune. D'accord. Et du coup, pour nous parler un petit peu de tes études, après le brevet au collège, quel parcours as-tu suivi? Parcours assez traditionnel au début, vraiment j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, mais j'ai suivi un peu les conseils qu'on m'a donnés, j'ai suivi un peu ce que l'algorithme de la vie a pu me proposer, c'est-à-dire tous les logiciels qui vont me dire toi tu vas dans cette école, tu vas dans une autre, et je me suis retrouvé dans une filière qui ne m'intéressait pas du tout. Qui est le tourisme. Le tourisme. Ouais. J'ai un diplôme de technicien supérieur du tourisme. Excellent. Ça montre qu'en fait si on se laisse vraiment guider par le flux, on peut vraiment se retrouver n'importe où. Et il y a plein de gens qui pensent que c'est des opportunités, ça en fait, mais pas forcément en fait. Comme j'ai trouvé des opportunités dans le tourisme, mais en fait ça correspondait pas à mon why, à l'opportunité, la vraie ambition que j'avais derrière, qui était tout simplement de me lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ok, d'accord. Et Étienne petit, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il rêvait de faire plus tard quand il était petit? Alors moi j'avais un rêve, c'était clairement d'être inventeur. Et je pense qu'on a gardé un peu le côté créatif. J'avais regardé mon dessin animé préféré, c'était Wallace et Gromit. Je sais pas si tu connais. Si, bien sûr. C'est des mecs en fait, ils sont dans leur lit et en fait le matin c'est des machines qui vont tout simplement les prendre, mettre leurs vêtements, les amener à l'étage. Ils vont pouvoir déjeuner, ils vont utiliser des machines de toutes sortes pour faire leurs œufs, pour griller leur pain. Et moi j'avais vraiment cette idée en fait qu'on peut améliorer son mode de vie dès mes 7-8 ans en créant. Et donc ma chambre c'était clairement la chambre de Wallace et Gromit. Dans le sens où en fait j'avais plein de fils qui pendaient de partout, j'avais un fil qui m'amenait mes vêtements, un fil pour allumer la lumière et j'essayais justement de reproduire en fait ce que je voyais et je pense que mon influence auprès des films, tu vois, d'où après quand j'ai vu les Loups d'Wall Street, ça a été fatal, mais je pense que voilà cette influence m'a apporté pas mal de créativité et c'était mon rêve d'être inventeur. Et tu penses que le fait de développer ton côté créatif jeune, ça a joué sur la suite de tes projets? En fait, ouais, carrément, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un des métiers qui fait le plus appel à la créativité. Comme dès qu'on a un problème, on doit trouver des solutions. En général, par le fait de trouver des idées, des alternatives, et ça c'est de la créativité en fait. C'est juste qu'elle n'est pas développée de la même manière quand t'es petit et quand t'es adulte. La plupart des entrepreneurs que je connais, ils ont eu des enfances peut-être assez classiques, mais il y a eu des règles qui sont arrivées, des événements qui ont fait qu'ils ont un peu pris un autre chemin que les autres personnes, j'imagine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, mon frère jumeau et ma grande sœur, qui ont eu un parcours classique, master en droit, master en commerce, aujourd'hui ont une vie totalement différente de la mienne. Une vie plus classique du coup peut-être. Plus classique, après ils s'y retrouvent dedans, ils sont épanouis, c'est ok. Et je sais que moi jamais je pourrais être comme ça dans des cases. En fait j'ai fait l'erreur de penser que le salariat était une étape obligatoire parce que l'environnement dans lequel j'étais et toutes les personnes qui étaient dans cet environnement-là m'ont dit en fait quand on fait des études, la fin des études, la finalité, et évidemment c'est le fait de trouver un travail. Et c'est que ça me paraissait assez logique, comme quand on fait des efforts, à la fin on espère avoir une récompense. Bien sûr. Et en fait le CDI c'est un peu le Saint Graal. Et j'y ai cru un petit peu pendant quelques temps. Et j'ai eu la chance en fait de tomber sur plein de métiers qui étaient absolument terribles pour moi à l'époque. C'était des métiers assez physiques, alors que je suis pas quelqu'un de base très physique. J'ai une jauge d'énergie assez basse, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai fait les vendanges, j'ai été dans la restauration. J'ai fait plein de métiers en fait qui demandaient d'être très performant sur des périodes très courtes parfois. Et à ce moment-là, pourquoi tu fais ce genre de travail justement? Est-ce que tu as eu un diplôme justement dans le tourisme? En fait, c'est très simple. Comme la plupart des gens, on se retrouve avec l'algorithme de la vie sur certaines études et on se rend compte que on a pris ces études par défaut
Et moi, j'ai jamais voulu être diplômé technicien supérieur du tourisme, ça n'a jamais été dans mes ambitions. Et je me suis rendu compte en fait, que j'étais juste sur le mauvais chemin et que la seule solution, c'est d'essayer de switcher sur autre chose. Donc de là, tu as essayé de tester justement une multitude de métiers À partir de là, j'ai fait aussi une erreur que la plupart des gens font, c'est que j'ai accepté les opportunités qu'on m'a données. D'accord. C'est-à-dire accepter par exemple sa localisation et du coup, en conséquent, accepter les métiers qui dépendent de la localisation. J'entends bien, ouais. Je suis campagnard à la base, dans la campagne il y a des vignes, je suis devenu vigneron. Dans la campagne il y a des restaurants, je suis devenu serveur. Ouais, j'entends bien. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis un peu plongé dans ce modèle qui est en fait d'accepter les opportunités au lieu d'aller les chercher. Et c'est honnêtement un modèle de flemmard, tout comme pour les études. En fait, les gens, s'ils le souhaitent, peuvent faire les études qu'ils veulent. Ils peuvent faire les plus grandes écoles privées, c'est à eux de se donner à fond, c'est à eux d'aller bosser pour arriver à ouvrir des portes. Et moi j'ai accepté ce qui venait et ça a été sûrement la plus grosse erreur de ma vie sur le début. La meilleure chose qui m'est arrivée, c'est qu'on me dégage de d'un de ces emplois justement où j'avais trouvé une certaine zone de confort. Okay. Il faut se dire que j'ai réalisé l'un de mes rêves de gosse. Si tu demandes à un gosse en 2024 qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, il va te dire joueur de jeux vidéo, tu vois. Tout à fait, ouais. Et moi, mon métier, c'était tout simplement d'apprendre aux jeunes à jouer à Minecraft. C'est vrai? Voilà. Ça existe ce job? Ça existe. J'ai eu la chance sur 1 milliard de tomber sur ce job. Mais en fait, j'avais trouvé ma zone de confort et c'est ce qui aurait pu être ta prison dorée un petit peu? Ma prison dorée. Et donc, j'ai eu cette chance d'être gentiment remercié et de pouvoir me mettre vraiment au fond du trou et de pouvoir aller chercher des opportunités. Est-ce que par la suite, justement, c'est là que tu te retrouves tout seul dans ta chambre, tu te dis bah vas-y, je vais me lancer dans un projet, ou parallèlement à ça, tu avais déjà testé des choses? En fait, je pense que c'est bien plus profond que ça. D'accord. J'ai commencé vraiment à avoir cette idée-là de vouloir vendre, je pense quand j'avais, je sais pas, 9-10 ans. Je me rappelle encore parfaitement, honnêtement, la première fois où j'ai voulu commencer à vendre, j'étais dans la cour de l'école. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire justement d'intelligent dans cette cour qui soit, je vais pas utiliser le mot productif, tu vois, c'est un concept qui n'existait pas encore dans ma tête. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la vente, sauf que j'avais rien à vendre, tu vois. J'étais un gosse, honnêtement, je dépendais de mes parents, mon argent de poche c'était pour acheter des bonbons. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai trouvé une petite branche par terre. On est vraiment sur de la matière première. Je pense que c'est peut-être le premier geste d'entrepreneur que j'ai fait de ma vie, c'est que cette branche, je l'ai pris et j'ai commencé à la frotter contre le mur. En fait, j'avais une branche que j'avais taillée et ça commençait à ressembler à quelque chose. Et là, je me suis dit, mais en fait, je pourrais carrément le vendre. Toujours dans cette notion d'acheter peut-être des bonbons, d'acheter des choses à manger. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à le vendre. T'as réussi à le vendre? J'en ai vendu un, ça devait être, je sais pas, j'ai vendu, je crois, j'ai encore le carnet de toutes les notes, de tout bilan comptable de CO2, mais j'ai peut-être vendu ça à 90 centimes. Okay, ouais. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que d'autres personnes m'en ont demandé. Parce que les enfants, ils n'ont pas la même vision de la valeur des choses. Oui. Et ce beau bâton qui avait été taillé, pour lui, c'était génial, tu vois. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je suis allé demander à mon père, mais papa, est-ce que je peux vendre, tu vois? Est-ce que j'ai le droit de demander des... Tu savais pas si c'était permis, si c'était grave, mal. En fait, le concept de vente n'était pas encore existant dans ma tête, dans le sens où je savais pas si c'était autorisé de demander des sous en échange de valeur, tu vois, comme c'était de la valeur. Et mon père, il m'a dit, il était prof dans l'école, hein, mon père. Il me dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux vendre. Donc je me mets à vendre. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis mis à vendre, en fait, il y a des gens de l'école, des filles, des garçons, qui sont mis à faire la même chose. D'accord. Et en fait, ça a créé une sorte de motivation, pas générale, mais motivation, où les gens, il y a la fille, elle allait prendre des perles, elle allait prendre des ficelles, elle allait créer ses bracelets, elle allait les vendre. En fait, je me suis rendu compte que déjà, il était possible d'apporter de la valeur, il était possible de tirer quelque chose de cette valeur-là, et que il y avait des risques. D'accord, oui, tout à fait. Mais que ces risques n'étaient pas mortels. Comme ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, voilà, les choses ont été mises au clair. Et je suis retourné voir mon père. Et ce jour-là, il m'a dit, écoute, faut arrêter de vendre. Et ça, c'est peut-être un des pires conseils qu'il ait pu me donner, parce qu'en fait, le conseil, ça aurait été peut-être de me dire, il faut continuer à vendre, mais ailleurs. Oui, et moi, ce jour-là, je me suis dit, je vais m'arrêter. Et j'ai plus vendu j'ai plus vendu quoi que ce soit jusqu'à mon arrivée au collège, où je me suis vraiment remis là-dedans à fond. Mais c'était l'une de mes premières expériences assez intéressantes. Tu ne m'avais pas raconté cela, mais c'est incroyable. Non, mais il y a plein de choses. Je t'ai montré que la partie de l'iceberg. Est-ce que tu vois le petit frère de Dali? Tu connais ou pas? Je faisais référence à lui, même s'il est un peu plus âgé, il est pas assez jeune. Justement. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un gars qui est sur Instagram, TikTok. Il a quel âge? Il doit avoir 14-15 ans, non?
Ouais, il est encore assez jeune, il est encore au collège. Ouais, je pense. il est super jeune et le gars il gagne 15-20 000 euros par mois avec de la vente de formation, achat-revente sur Vinted, enfin il a tout un écosystème et création de contenu. Et le gars il a 15 ans quoi, il gagne ce que gagne un salarié en une année, lui il va le gagner en un mois. Donc, La plupart des entrepreneurs en fait ils découvrent les choses par eux-mêmes avant même de se former, et c'est un conseil que je peux donner tout simplement, c'est le fait d'aller chercher les informations par soi-même, de pas toujours être assisté, d'être prêt à investir pour se faire coacher, pour se faire former, ouais, tout à fait. mais aussi d'aller par soi-même recréer son propre modèle. Chez moi j'ai un grand tableau blanc par exemple où j'adore m'étaler, écrire mes idées, faire des schémas, des flèches, etc. Au travail des fois j'écoute des podcasts où j'ai des idées, je prends un petit papier, hop, je note tout dans la poche, etc. Ah mais le pouvoir du papier est énorme. Je La plupart des gens sont persuadés qu'il faut avoir un bloc-notes, il faut avoir toujours des mind maps sous les yeux, mais en fait il faut toujours avoir ce bloc-notes ou ce papier où on pourra noter des choses, que ce soit des choses personnelles, que ce soit des choses au niveau du business. Et c'est juste primordial, je pense. Et je pense que c'est une erreur de ne pas le faire parce que souvent, par exemple, quand j'ai une idée, ça peut être une idée de vidéo YouTube, de réel, de peu importe l'idée, je le note, je mets le petit papier dans ma poche, je fais 2-3 trucs, 10 minutes après, je me dis tiens, c'est quoi l'idée que j'avais? Bah, si je ne l'ai pas noté, impossible de m'en rappeler. Impossible de m'en rappeler. Et ça m'est arrivé 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et du coup, c'est pour ça, dès que j'ai des idées maintenant, pourtant j'ai pas des problèmes de mémoire ou des choses comme ça, mais on a tellement d'informations à la seconde, à la minute, que tu es obligé de noter, enfin, tu es obligé de capturer les éléments, quoi. Je pense que c'est la bonne stratégie, et je pense que les gens devraient aller encore plus loin, c'est-à-dire, je sais pas, une semaine par mois, noter tout ce qui se passe dans la journée. Mais aller de l'action qu'on va mettre en place jusqu'au sentiment qu'on a, jusqu'à la pensée qu'on a, et à la fin en fait quand on a toutes ces informations, et c'est la puissance de la data. Les entreprises les plus riches au monde sont riches grâce à la data, mais pas grâce à la data, grâce à l'analyse de cette data. Et on est plein de data, on a 65 000 pensées qui fusent chaque jour dans notre esprit, et si on n'arrive pas à les répertorier et à les utiliser, en fait on est juste paumé. Là c'est clair. Est-ce qu'à présent tu pourrais nous parler de ton premier gros projet quand tu étais jeune, notamment là où tu as rencontré aussi un de tes premiers gros échecs? Ok, je pense que tu fais référence du coup au projet d'application qui s'appelait Real Money Rush. Donc l'idée c'était de recréer un Pokémon Go, mais une version plus lucrative, c'est-à-dire que l'utilisateur se retrouve sur une carte comme Pokémon Go, et en fait au lieu d'aller chercher des Pokémon, il va aller chercher des coffres qui pourraient être déverrouillés et trouver des sous à l'intérieur. Donc c'était un concept qui nous passait intéressant, on était deux amis à l'époque et on s'était lancé là-dedans, sauf qu'on n'avait aucune connaissance. En fait à l'époque il n'y avait pas encore le no-code qui était aussi développé. Et en fait on a été confronté rapidement à la réalité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'argent, et pour avoir un bon développeur il faut pouvoir mettre du cash rapidement, avoir une vraie trésor, et derrière pour la communication mettre encore plus d'argent là-dessus. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un développeur et on a fait une grosse erreur, l'erreur de prendre un développeur qui n'était pas très cher. Il s'appelait Alesko, c'était un russe, un franco-russe. Il nous a proposé de développer une application à la Pokémon Go, donc quand même une grosse interface, il y a pas mal de complexité, il y a quand même une grosse relation avec les serveurs derrière, avec toutes les connexions, dont la connexion bancaire. L'idée c'était ça, tu te promènes dans la rue, tu vois un coffre, tu l'ouvres et tu peux choper de l'argent qui est directement envoyé sur PayPal. Donc on a fait une grosse erreur, cette erreur c'était d'être des enfants, tout simplement parce que quand t'es gosse déjà t'es pas pris au sérieux. Forcément. Et le développeur l'a bien compris, en fait il nous a vendu du vent, donc on lui a fait son petit virement de 6 000 € et en fait on s'est rendu compte quelques années plus tard qu'une application comme ça, avec une interface aussi développée, c'était quasiment impossible à produire simplement, et pour 6 000 €. Comme en fait un développeur, je sais pas, il a un taux horaire, et 6 000 € ça va correspondre, je sais pas, à une semaine, 2 semaines de travail, pas plus. Et donc c'est un projet qui a traîné. À la fin de ce premier projet, comme tu nous as expliqué, tu as rencontré ton premier échec. Qu'est-ce qui se passe après? Honnêtement, à ce moment-là, donc je suis complètement paumé. En fait, j'ai lancé plein de choses, des business, j'en ai lancé plusieurs. J'ai touché au dropshipping, j'ai lancé une chasse au trésor, j'ai essayé de monter plein de logiciels, de plateformes qui ont pour la plupart échoué. Souvent par des soucis techniques, mais aussi peut-être mon manque d'investissement. Je me suis remis à prospecter à la recherche de mon prochain travail. J'avais été libéré de ce côté, du côté négatif du business, c'est-à-dire de vouloir faire de l'entrepreneuriat, mais pour les mauvaises raisons. Mais j'avais pas encore été libéré de la matrice, c'est-à-dire du fait d'arriver à porter son courage et se dire bon en fait il n'y a pas que le salariat, et je suis prêt à prendre des risques. Même si mes parents sont pas contents, je suis prêt à aller plus loin que mes peurs. Voilà. Si j'ai bien compris, on en a parlé tout à l'heure, c'est à l'âge de 20 ans avec ton frère que tu entames ton premier vrai gros projet, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ça, c'est un projet qui arrive un peu par hasard, et c'est l'un des plus gros événements qui s'est passé sur Terre ces dernières années, qui est le Covid qui l'a amené. Et j'ai eu cette chance et je me suis rendu compte qu'en fait souvent c'est les événements les plus graves qui permettent de
de complètement changer son quotidien, parfois en négatif, mais aussi parfois si on pousse un peu plus loin, quoi, en positif. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, je pouvais plus faire mon métier comme avant, comme des centaines de millions de personnes. Bien sûr. Et en fait, j'avais quand même cette niaque de me dire, écoute, depuis que je suis petit, je fais des projets soit qui servent à rien, soit qui réussissent pas, soit qui apportent assez peu de valeur. Pourquoi pour une fois on pourrait pas construire un gros truc? Avec le Covid, les commerçants n'avaient strictement plus de quoi vivre, tout simplement, parce qu'ils n'avaient plus de clients. Et donc la seule solution, c'était de vendre en ligne, alors que il y a plein de commerçants, ils sont vieux, ils sont âgés. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer une plateforme qui permettrait aux commerçants de vendre en ligne, tout simplement, et de mettre en avant leurs produits. Et bien sûr, la chance qu'on a eue, c'est que le référencement sur Internet, le SEO n'est pas du tout pratiqué par les campagnards. Oui. Donc il suffit de faire un ou deux backlinks, de faire un petit peu de métadescription, un peu de travail. Et en fait, top 1, ouais. Voilà, automatiquement, on est les rois du monde. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris ça et très rapidement, on a créé cette plateforme, on a créé une V1 qui s'appelait Pila Connect. Et on a commencé à avoir des gens qui achetaient des produits parce que ça les arrangeait. Voilà, ils étaient chez eux et même qui découvraient, par exemple, que dans la même ville qu'eux, il y avait un tanneur, ou qui découvrait que dans la même ville qu'eux, il y a un gars qui proposait des stages de drone. Et petit à petit, on s'est mis à avoir des clients, on a des médiums qui sont mis à arriver, on a eu beaucoup de naturopathes, on a eu même un mec qui vendait des vers de terre et ça a été le top rated product. Ouais. Insolite. Pendant quelques années. Ce que je voulais, c'était pas forcément gagner de l'argent cette fois-ci, c'était apporter de la valeur. Et encore une fois, du coup, c'était une erreur parce que j'ai pas réussi à trouver le juste milieu à ce moment-là. Et donc, on prenait, je sais pas, 10% de commission, si je te dis pas de bêtises, et c'était pas assez pour subvenir à nos besoins. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, le projet a quand même bien fonctionné. Voilà, on a eu 42 vendeurs sur la plateforme, donc c'était pas mal pour un petit projet de campagnard. Ça a attisé les curiosités parce qu'on était les deux jeunes du coin qui se lançaient. Sauf que, il y a un moment, il fallait que ça arrive. En fait, j'avais acquis une sorte de notoriété dans ma région. Sauf que c'était pas le genre de notoriété qui me plaît, c'est-à-dire que j'allais à la bibliothèque, il y avait tous les vieux qui venaient vers moi pour me parler du projet. Alors que moi, tout ce que j'aime, c'est passer incognito. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, non, maintenant que j'ai créé un projet à la campagne, en fait, je peux aller en ville et je peux créer des choses encore plus intéressantes. Et bien avant ça, est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, la première démarche que tu as fait pour avoir ton premier vendeur? Est-ce que ça a été compliqué? Pourquoi tu as choisi lui et pas un autre? Est-ce que ça a été simple? Comment tu t'y es pris? Honnêtement, quand tu t'attaques à un marché qui est quasiment vierge de toute concurrence, donc on va parler du SEO, on va parler aussi de ce que les artisans avaient entre leurs mains, et bien en fait on était un peu les messies. Et je me rappelle, on en a parlé aux mairies, les mairies n'étaient pas très chaudes, mais il y a un maire qui a compris, et il nous avait envoyé un mail, il a dit vous allez être accueillis comme les messies. Voilà, donc c'est un peu extrême, mais en fait ce jour-là on a compris qu'en fait il y avait un réel besoin. Et en fait on s'est mis à contacter les artisans, les professionnels, et ils étaient juste entièrement chauds quoi, comme parce qu'ils étaient en PLS depuis quelques semaines à cause du Covid. C'est comme quelqu'un qui vient te voir, qui dit écoute, je vais te mettre en avant ton projet, je te demande rien, si tu vends je te prends 10%, mais en fait je vais bosser pour toi, pour ta visibilité. Et en plus le génie des plateformes comme Amazon, c'est que vu que tout le monde va cliquer, les gens vont participer ensemble au SEO, vont créer leur propre boutique, et en fait on va avoir un effet de boule de neige qui va mener un projet vers le haut tout simplement. Donc ça s'est fait naturellement, on a pitché les projets pour essayer de trouver des financements au début, et en fait on s'est rendu compte que les gens étaient intéressés assez vite. Mais on a ce plafond de verre qui est tout simplement, on est dans une petite région, les gens n'ont pas forcément de budget, on ne pouvait pas trop faire payer un abonnement. Bien sûr. Et on est à la campagne. Et si vous êtes des campagnards, vous allez sûrement le comprendre, on n'a pas forcément envie de rester à la campagne toute sa vie et on est vite bloqué par ce plafond en se disant mais en fait je peux continuer ce projet, sauf que je vais rester un campagnard toute ma vie. Encore une fois on était jeunes, quand tu es jeune et que tu veux lancer un projet technique où il faut faire de la finance, où il faut gérer un contrat tripartite entre le commerçant, la banque et la plateforme, et le vendeur et la plateforme de paiement comme Stripe, et à ce moment-là c'est compliqué. Donc ce que je peux conseiller à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, en fait, c'est de pas forcément commencer par se lancer par des projets énormes de marketplace où il y a plein d'intermédiaires. Non, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher un besoin simple et offrir une solution simple. Donc trouver un talent et le vendre tout simplement. Super intéressant. Et justement dans cette aventure, avant de nous dire justement comment ça s'est fini, est-ce que tu peux nous dire par exemple selon toi la plus grande difficulté que tu as rencontrée en créant tout ce projet, que ce soit au début, à la fin, au milieu? Le problème, c'est le même qu'on a eu quand on a créé le Pokémon Go pour gagner des sous, c'est la légitimité.
Et c'est un problème que vous allez retrouver tous si vous créez des projets, c'est que les gens n'ont pas confiance en vous. Et si c'est un passant dans la rue qui te dit t'es nul, c'est pas grave. Si c'est un futur partenaire financier qui dit t'es nul, pourquoi pas. Mais si c'est tes parents qui disent bon bah t'es pas très bon, et bah là ça devient beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que aller chercher le projet qui apportera le plus de résultats possible, le plus rapidement possible, ça permet d'apporter une légitimité, d'être fier de soi et d'avancer. Voilà. Mais donc c'était vraiment ce côté en fait où on allait pitcher devant les membres des conseils municipaux et en fait on était jeunes. D'accord. Et heureusement, c'est une tendance qui change en ce moment, c'est-à-dire que les jeunes se font entendre beaucoup plus facilement. Tu as des jeunes, comme on parlait du frère d'Ali, qui va gagner plus que mes 2 parents réunis en une semaine. Ouais, bien sûr. Et donc, ça, c'est vraiment top. Et à l'époque, c'était pas il y a très longtemps, mais en fait, quand tu avais 18, 20, même 25 ans, souvent, tu n'es pas pris au sérieux. Ouais, chacun à sa place. Donc, évidemment, quand tu es dans ces conditions-là, tu essayes de te trouver des légitimités, c'est-à-dire en utilisant des mots compliqués, en montrant que tu as une maîtrise du software et que derrière, en fait, tu as plus de connaissances que les personnes en face de toi. Et ça marchait. Mais c'est justement un jeu qui est dangereux parce qu'il ne faut pas devenir arrogant. Il ne faut pas avoir l'air arrogant. Et en sachant que les personnes en face de soi, c'est souvent les financeurs et les futurs partenaires. Donc c'était assez compliqué. Mais la légitimité, c'est vraiment quelque chose qui se gagne. Et en fait, on ne peut pas vouloir, dès qu'on se lance dans le business, être apprécié par tout le monde, gagner 10K par mois. Non, c'est vraiment un chemin. Il faut prendre le temps, je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est fini du coup ce projet? Est-ce que tu l'as toujours? Est-ce que tu l'as revendu? Si oui, pourquoi? Alors, comme je te l'ai dit, du coup, moi, voilà, j'étais un peu frustré par le fait d'être reconnu dans mon village, dans les villages avoisinants, comme le gars qui a créé la plateforme. C'est vite devenu insupportable. C'était péjoratif pour toi d'être reconnu pour ce projet-là? C'était pas péjoratif, mais en fait, c'est que ma vie sociale commençait à être prise par le côté business et c'était pas forcément ce que je recherche. Encore aujourd'hui, justement, je suis à l'étranger pour être tranquille, c'est-à-dire que les gens dans la rue, j'ai aucune notoriété, bien sûr. Mais voilà, les gens de la rue me connaissent comme je me présente et pas pour un projet ou pas pour une certaine image. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il faut que je parte. Comme ma situation n'était pas très florissante non plus, dans le sens où, voilà, on a un projet qui est extrêmement intéressant, avec un business model qui est extrêmement intéressant, mais un business model qui nécessite d'avoir une grosse trésor en termes de marketing. C'est-à-dire que ce projet-là, si quelqu'un va pu amener, je sais pas, 100K dessus, mettre un billet pour faire avancer, le projet, on aurait tout de suite pu exploser. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'était pas très bon pour aller chercher des fonds. Et donc ce projet avait tendance un peu à prendre son temps. Je me suis dit il faut absolument que je bouscule quelque chose dans ma vie. D'accord. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Tout simplement je suis allé chercher un repreneur en me disant bon, on va envoyer des messages sur Facebook, on verra ce qui se passe. Et j'ai eu la chance de trouver un ex-directeur commercial d'une grande marque e-commerce qui en avait marre justement du côté business des plus grandes marques et qui s'est dit en fait je cherche un petit projet éthique à lancer. Plus terre à terre, contact avec les gens. Exactement. À ce moment-là, je me retrouve devant un ancien directeur commercial qui a 50 ans et qui lui, il arrive avec son costard, et il sait argumenter et j'ai dû négocier et vendre ce projet à un gars qui pesait dans le game depuis 25 ans quoi. Donc c'était une expérience assez particulière. D'accord, et justement, sur quels critères tu te bases pour revendre ce projet? En fait, un entretien de négociation, ça va pas se passer en une fois, hein. C'est pas tarif, tu donnes un chiffre. Non, le premier entretien, c'est toujours le premier contact, c'est-à-dire que voilà, il faut voir, tester la personne, voir si elle est intéressée ou intéressée. Il y a d'autres types d'intéressement, voilà. Ouais. Et elle, je me suis rendu compte qu'elle était intéressée justement par ce côté terre à terre, comme tu disais, et qu'elle voudrait pas en faire n'importe quoi. Comme moi, je voulais pas que le petit Amazon de la campagne se transforme en une grosse machine à fric où il allait mettre des pubs de partout, où il allait prendre des commissions de 50%. Non, ce que je voulais, c'est que le petit projet devienne un grand projet, mais qui respecte bien sûr avec un beau projet, des belles valeurs, les prestataires, c'est ça. Et donc il y a eu ces négociations, ça, je sais pas, il y a dû y avoir 3-4 sessions de négociations où à chaque fois, on va pas se mentir, je me faisais laminer, hein. Le gars il avait négocié sûrement des boîtes à plusieurs millions, il était habitué et en fait à chaque fois il se ramenait avec une liste de 20-30 défauts. Donc là le site web ça va pas, là le code il est mal codé, là en fait ça fonctionne pas, ton business model il est nul et en fait petit à petit
il avait trouvé la bonne technique, c'est-à-dire dévaloriser un projet pour baisser sa potentialité. D'accord, oui, tout à fait. Et donc à la fin, au bout du 4e rendez-vous, je me disais mais en fait, est-ce que c'est utile que je le vende comme mon projet est nul? C'est vachement intéressant ce que tu dis, j'en profite pour rebondir. Dans l'immobilier, c'est exactement pareil, les premières visites, elles servent justement à ça. En gros, faut pas regarder ce qui va, mais ce qui va pas. Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Est-ce que la peinture elle est bien faite? Est-ce que le joint de la fenêtre elle est bien fait? Et le fait de, comme tu l'as dit, d'amener ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, et indirectement le vendeur il va se dire non, en fait mon prix il vaut plus ce que je lui ai présenté. C'est ça. Par rapport Toi à tu tout mets ça, du côté du racheteur du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Donc oui, c'est une très bonne stratégie, mais en fait il faut savoir justement quand on est le vendeur, il faut quand même être prêt à faire face, à être solide. Et en fait, il faut, avant même que le rendez-vous commence, se dire je sais ce que mon projet vaut et je sais ce que je vaux. C'était le cas à ce moment-là ou pas pour toi? Non. Okay. Non, clairement non. Du coup, j'ai commencé en fait à me faire dévaloriser. D'accord. Et même si j'avais quelques compétences très très fines en négociation, et en fait, il a gagné sûrement beaucoup d'argent sur ce projet. Et le prix auquel j'ai vendu le projet n'était pas celui que j'aurais pu espérer. Une erreur de débutant de ne pas se préparer. Quoi que vous fassiez dans la vie, il faut toujours être préparé à l'avance. Déjà, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Il faut avoir quand même des alternatives et ne pas foncer tête baissée en se disant ce projet je vais le vendre, c'est facile. Il y a la phrase que j'ai entendue toute mon enfance et qui catégorise pour moi les gens qui vont échouer dans la vie. C'est pas pour être méchant, mais tous les gens qui partent au talent, en fait, c'est les gens qui vont mener toute leur vie au talent. Et malheureusement, il y a des règles du jeu. La vie, l'immobilier notamment, tu vois, c'est comme le Monopoly. On fait pas n'importe quoi, il faut respecter les règles, sinon on passe par la case prison. Et là, le business, c'est exactement pareil. On fait pas ce qu'on veut. Il faut suivre les règles et ça fonctionne très bien. Et à ce moment-là, ta famille, le rapport que tu as avec ta famille, c'est compliqué ou ils ont quand même confiance en toi suite au projet que tu as fait précédemment? Je pense que ma famille, elle comprend pas du tout. Ils ont toujours été assez respectueux de mes choix. Ils comprennent pas et en fait ils attendent que je leur annonce que je vais faire quelque chose d'autre quoi. Donc moi j'essaie de repousser et en fait j'arrive pas à repousser. Et un jour je prends une décision fatidique, une décision assez particulière qui est tout simplement de quitter ma campagne et de me mettre à la rue. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, je vais à Lyon. Je tombe sur un coworking qui est ouvert H24, c'est-à-dire que c'est ouvert à nuit. C'est un des seuls coworking de France à être ouvert à nuit. Je me suis dit c'est parfait. C'est dans le centre de Vapardieu, donc ça s'appelait La Permanence. Ils ont fait faillite depuis. Okay. Je m'en doute pas si c'était gratuit. Mais donc c'était un coworking qui était toujours ouvert. Je me suis dit c'est parfait. C'est comme un hôtel privé de 70 mètres carrés. Non, peut-être même plus, peut-être 170 mètres carrés dans le centre de Vapardieu. Donc j'y arrive. Et en fait au début je viens une sorte de rêve. Je me dis je suis entrepreneur maintenant. J'ai rien du coup, mais moi je suis. T'es libre et t'es face à tes projets, ouais. Voilà. Après, je vais pas aller dire jusqu'au fait que j'étais SDF parce que j'aurais pu rentrer chez moi. Bien sûr. Mais à ce moment-là, rentrer chez moi, c'était bien pire qu'être à la rue. Parce que il fallait que je revienne chez mes parents avec un projet. Je me retrouve, comme je te disais tout à l'heure, quand je suis parti en Suisse justement pour trouver ce fameux travail, c'était en décembre. Un mois après, j'avais toujours pas trouvé parce que j'avais pas encore compris que le processus de trouver un travail en Suisse, c'est pas comme en France, ça se fait pas en 2 semaines. C'est beaucoup plus long. Ouais, c'est le temps d'attente, le temps de recrutement est beaucoup plus long, les réponses sont plus longues. T'as 1, 2, 3 entretiens en fonction de tes secteurs. Et du coup, au bout d'un mois, j'avais toujours pas de travail en Suisse. Noël arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, etc. Non, je vais pas pouvoir revenir, j'ai des rendez-vous, machin, non. Et du coup, par honte, on va dire, de pas avoir trouvé un travail en Suisse, comme toi, je préférais rester seul à Noël, dans un petit appart dans ma chambre, que de revenir en repas de famille. La différence, c'est que j'avais prévu de rentrer pour Noël quand même. Hein. C'est vrai. Mais parce que je savais que ce statut de SDF, en fait, ça allait mettre dans tous mes états. Mais je me disais justement, la plupart des grands entrepreneurs le disent, c'est en allant au plus bas qu'on trouve un moyen de rebondir. Bien sûr. Et donc pendant quelques semaines, je me douchais à la salle de sport, je faisais des séances d'essai gratuites et en fait je dormais extrêmement mal parce que la nuit je dormais sur un bureau, il y avait des caméras de surveillance, je savais que j'étais vu et je savais que ce que je faisais c'était pas légal, donc au début je trouvais des astuces, c'est là que je me mettais assis, je bossais et je fermais juste les yeux, sauf qu'en fait c'est pas possible. Tu tombes. Non mais tu peux faire ça une nuit, mais en fait il y a un moment où en fait la fatigue elle devient mentale et la nuit je me réveillais. J'ai rencontré par exemple une personne qui aujourd'hui, même il y a 2 jours, m'a fait tourner dans le rôle de Thibaut InShape
pour un prank géant qu'on est en train de l'organiser, et je l'avais rencontré il y a 2 ans et je me suis rendu compte de la puissance du réseau. Le réseau, vous pouvez commencer à le créer à partir de nulle part. Par contre, il faut créer le bon réseau au bon endroit. Si vous restez dans votre village, vous pouvez faire du réseau avec les paysans, mais vous aurez des opportunités qui sont liées au secteur de l'agriculture. Super intéressant. Par contre, si vous cherchez des vraies opportunités, allez dans les hôtels de luxe, allez dans les coworking. Ces gens-là, ils sont dans ton environnement. Et ils ont une influence sur toi. Donc c'est vraiment le seul moyen de sortir d'une condition si vous n'avez rien, réseauter. On est à une rencontre des fois de changer nos vies. C'est ça. Et je pense qu'on est des putains d'éponges, on va pas se mentir. Tout notre environnement, il a un impact considérable sur nous. Ici, on est dans un beau coworking, regarde, il y a un beau canapé, moi je suis bien installé, tu m'aurais fait aller sur une banquette en bois. Est-ce que j'aurais pu parler autant? Je suis pas sûr. L'environnement est vraiment la chose qui détermine notre futur. C'est sûr. Donc c'est pour ça que parfois, au lieu d'aller au restaurant 8 fois par semaine, c'est peut-être mieux d'être certain d'avoir un bon endroit où dormir, d'avoir un bon lit, de respecter son sommeil, d'avoir un bon coussin. On peut aller loin au final. On peut vraiment aller chercher très loin. Et la plupart des gens, en fait, ils se rendent pas compte que tout leur environnement est nécrosé. Et quand tu as un environnement nécrosé, ta vie commence à se nécroser aussi. Donc grâce à cet événement, justement, tu rencontres des entrepreneurs qui vont t'apporter par la suite. Et du coup, tu pars avec eux directement en voyage ou ça se passe comment? Et comme dans toutes les séries Netflix, et je pense que tous les entrepreneurs devraient viser à avoir une vie qui ressemble à une série Netflix. D'accord. Il s'est passé des choses assez incongrues. C'est-à-dire que j'ai rencontré des entrepreneurs qui faisaient des 30K de chiffre d'affaires à l'époque. Voilà, ils avaient des bons revenus, des infopreneurs. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, c'est des gens qui réussissaient assez, qui ont été intéressés par un des projets que j'étais en train de construire. Ils se sont dit c'est intéressant les NFT. Je voulais créer un réseau de NFT dans le rap. Voilà, c'est un projet un peu bullshit après coup, mais sur le moment ça les a intéressés et ils m'ont dit écoute, on va en rediscuter et on pourrait lancer ça ensemble. Moi sur le moment j'étais choqué quoi. Je sortais d'une période très difficile, j'avais plus aucun espoir, mais je suis certain qu'il y a des choses qui sont pas préécrites, mais que les opportunités on peut aller les chercher. Et quand je suis allé dans cet événement et quand j'ai fait ça, quand je me suis mis entre guillemets à la rue, je savais que derrière en fait il allait se passer des choses. À partir du moment où tu sors de ta zone de confort, il n'y a aucune chance qu'il se passe rien. Je suis totalement convaincu avec ce que tu dis. Il se passera jamais rien dans ta zone de confort. Si tu veux qu'il se passe des choses dans ta vie, pars voyager seul, pars parler à des gens dont tu n'as pas l'habitude de parler, va à des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et je suis convaincu qu'en faisant ces 4 choses que je fais régulièrement, par exemple là, le mois prochain je pars à Lisbonne seul et je sais que je vais tourner des vidéos, je vais parler à des gens, je vais faire je sais pas quoi encore, je te dirai. Mais il y a un marathon je crois à Lisbonne, là. Faut que tu t'y mettes. Pourquoi pas, mais je sais comme à chaque fois il va m'arriver des choses folles et c'est ça qui va me faire évoluer et dans 2 mois je te dirai tiens regarde il m'est arrivé ça à Lisbonne ou grâce à mon voyage à Lisbonne j'ai pu faire ça. Je vous dis, même au moment où je vous parle, je pourrais pas vous dire ce qui va se passer, mais j'en suis convaincu à 100%. Voyager seul, faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire, parler à des gens dont on n'a pas l'habitude de parler, comme tu l'as dit, aller à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, ça change des vies. Et rester dans sa zone de confort, c'est juste mortel, honnêtement. C'est bien résumé, je crois. Tu penses? Ouais, de ouf. Est-ce que tu peux continuer? Donc tu pars justement avec ces fameux entrepreneurs. Tu pars longtemps? À la base non, à la base on devait partir en Estonie, ça devait durer 15 jours et au final ce voyage s'est transformé en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et qu'est-ce qui se passait c'est que 5 mois plus tard on était encore à Budapest et je vivais ma vie rêvée quoi. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que le fait de partir une fois en voyage ça a créé justement ça a activé un déclencheur qui m'a fait prendre conscience que ma vie se passait pas uniquement à la campagne, bien sûr. Qui m'a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas que le salariat et en fait c'est très simple et ça on peut le dire je pense à tes abonnés, tant que vous ne vous rendrez pas compte qu'il y a des choses qui sont possibles, tant que vous ne vous rendrez pas compte qu'au-delà du salariat il y a des gens qui font de l'argent et assez facilement, et tant que vous ne vous rendez pas compte de ça vous n'allez rien faire, d'où l'importance d'aller parler aux gens et d'aller networker. De toute façon, depuis des milliers d'années, et en particulier au Moyen-Âge, les gens qui ont le pouvoir, c'est les gens qui ont la connaissance. Bien sûr. Et aujourd'hui, le gros souci, c'est qu'on a accès à toutes les connaissances du monde, sauf que les gens ne savent pas les chercher. Alors qu'on a tous entre nos mains un pouvoir immense. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas ce pouvoir. Et le fait de rencontrer des gens qui ont déjà réussi, ils m'ont dit ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est possible mais ça va être compliqué. Donc j'ai pu commencer à avoir un vrai aperçu de ce qui était possible. Et des gens que j'ai rencontrés partaient de nulle part, même encore plus loin. Et parce qu'ils ont fait l'effort de chercher, parce qu'ils ont fait l'effort d'investir en eux, et ils ont pu trouver justement cette clé qui n'est pas si compliquée à atteindre que ça.
la liberté. Grâce à cette immersion, du coup, vous êtes combien? Vous êtes un groupe de combien à ce moment-là dans le voyage? Alors au début, on devait être 4 ou 5. Et petit à petit, en fait, le groupe s'est rapetissé et on s'est retrouvé à 2 avec justement un entrepreneur de talent sur qui on était sur la même longueur d'onde à voyager et qui m'a appris beaucoup de choses en fait parce que j'ai pu le suivre. En fait, si je te suis pendant une journée, je vais apprendre des choses de toi, mais si je te suis tous les jours pendant 4 mois, et ben là, je vais apprendre encore plus de choses. Et en fait, je l'ai pu voir en train de faire ses appels de vente, je l'ai pu voir en train de parler de stratégie. Et en fait, voilà, je le remercie aujourd'hui sur la vidéo. Mais le fait d'être dans un bon environnement avec les bonnes personnes, c'est le combo gagnant pour réussir. Par contre, quand pendant 6 mois, tu es sorti, tu es extrait contre ton gré, des fois c'était très dur. Quand tu es sorti contre ton gré de cette matrice, ben en fait, tu te mets à voir les choses claires. Et tu te mets à avoir une sorte de nouvelle visibilité où vraiment tu te rends compte que jamais tu retourneras dans le salariat. Et aujourd'hui, rien qu'envisager le fait de retourner dans le salariat, pour moi, c'est sûrement pire que de mourir tout simplement. C'est intéressant. Moi, j'ai cette vision-là, mais différente dans le sens, j'ai hâte de la quitter. Ouais. Mais j'ai hâte de la quitter, mais je dois passer par là pour notamment lever des fonds grâce aux banques pour les projets immobiliers. J'ai hâte d'être à ta place et de dire ouais, c'est bon, je suis parti 6 mois en Estonie, à Budapest. Je sais que ça va arriver parce que c'est de la logique et du travail et échec, on recommence. Enfin, c'est un processus au final. Et je sais que je ne peux que y arriver. La seule manière qui va faire que je vais pas réussir, c'est si j'abandonne. Ça, c'est pas une option. En fait, c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que du coup, on a quand même 2 visions qui sont assez complémentaires. Toi, tu vas travailler pour atteindre un objectif et moi, je vais travailler pour ne pas le perdre. Au final, les objectifs se rejoignent mais l'approche est différente. On va dire que la pression est aussi forte des 2 côtés, je pense. Comme c'est aussi dur de perdre quelque chose que de le gagner. C'est intéressant ce que tu dis. Je vais me tirer une balle dans le pied, mais je me sens pas spécialement en danger. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir, peut-être même plus que toi. Parce que la perte fait peut-être plus mal que le gain. Ouais, c'est vrai, mais je me sens pas en danger aujourd'hui parce que si aujourd'hui je perds un de mes 2 jobs en Suisse, il me reste un job et je peux en prendre un autre. Aujourd'hui, si tu perds tout, qu'est-ce que t'as? Ah tu vois, c'est déjà plus compliqué. J'ai mon spot de SDF. Ah non, ils ont fait faillite. Il a fermé. non, mais c'est pour ça, la salariat, c'est quand même un bon. Un bon repère, mais c'est pas une finalité en tout cas. On peut y venir. Moi, quand je dis que le salariat c'est pire que la mort, c'est d'après ma vision. Ouais, mais moi je la comprends, t'as dit c'est bien de le dire. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat apporte une sorte de liberté. Qui est très très mouvementée. On a toujours des problèmes, il faut les régler le plus rapidement possible, mais c'est une liberté qui est réelle et c'est une liberté qui se ressent, mais sur des petits moments. Voilà, ça va être 5% de son temps, on va ressentir cette liberté, mais les reste du temps, en fait, on devra rester focus sur l'objectif d'aller chercher du cash et de faire des efforts. Est-ce que tu as un exemple justement, le dernier exemple où tu t'es senti vraiment libre? Ça peut être anodin, dans un train, dans un avion, en train de faire quelque chose, c'était quoi pour toi? J'ai tellement d'exemples du fait que quand tu voyages, en fait, chaque nouvel endroit où tu vas aller, c'est une nouvelle sensation de liberté. Bien sûr. Mais le dernier exemple, en fait, c'est très simple. J'étais dans l'avion en direction de Budapest, du coup, avec Swiss Airlines. Et j'étais très fatigué, j'avais beaucoup travaillé juste avant. J'avais réussi à bosser dans l'aéroport, tu vois, ce qui est assez rare d'habitude. Et en fait, je me suis tapé une grosse sieste et je me suis réveillé à 10 000 mètres d'altitude, reposé, avec le coucher de soleil. Et il y a l'hôtesse qui m'a apporté un petit chocolat suisse et j'ai vécu littéralement le meilleur moment de ma vie. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on se rend compte que tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour rien. Vous allez sûrement connaître un parcours qu'on appelle parfois la traversée du désert, qui est très difficile. Mais en fait, derrière ce parcours, il y a une vraie liberté. Par contre, il peut être très long si vous faites les choses de la mauvaise manière. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu fais toi actuellement, comme on a 2 lifestyles qui sont assez différents, toi, d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que je vois, en fait, tu as ton objectif, mais en fait, tu peux complètement croire le process parce que tu sais ce que les gens ont déjà fait et tu as juste à suivre ta ligne directrice. Bien sûr, moi, c'est qu'une question de temps et je peux pas jouer. Les 10 appartements que je veux, il y en a un qui va me prendre 3 mois de plus à avoir, mais je vais quand même l'avoir. Et après celui-là, c'est mes 3 autres. Et après, c'est l'immeuble. Tu as la clarté nécessaire pour réussir. Toi, d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que je vois, en fait, tu as ton objectif, mais en fait, tu peux complètement croire le process parce que tu sais ce que les gens ont déjà fait et tu as juste à suivre ta ligne directrice. Bien sûr, moi, c'est qu'une question de temps et je peux pas jouer. Exactement. Merci beaucoup Étienne d'avoir répondu à mes questions, un format assez intéressant pour une première j'ai trouvé. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver actuellement? Écoutez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. En ce moment, mon business du jour, mon business du moment, j'apprends aux gens à faire du cash éthique avec leur voix, avec le business voiceover. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller voir. Étienne,
Point Cunier, c'est mon blaze. Ok, super. De toute façon, je vous laisse regarder. On mettra tous les liens d'Étienne et les miens dans la description. Je mets un petit plus pour en avoir discuté, avoir regardé un petit peu le business d'Étienne. C'est un business assez intéressant, assez insolite, qu'on voit pas partout. C'est pas du commerce, c'est pas l'affiliation, c'est pas de l'infoproduit. C'est un business pour le coup qui est assez insolite. Et je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup. Étienne, merci d'être venu en tout cas. Au plaisir. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.